Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler cette fois-ci de CSG, c'est la contribution sociale généralisée. On va revenir bien là-dessus. Oui, je vous le confirme, on fera bien une vidéo sur les crypto-monnaies. Pour tous ceux qui me demandent si oui ou non, on fera une vidéo mise à jour sur la fiscalité applicable parce qu'actuellement il y a des discussions qui sont au Parlement. J'attends juste que tout ça se termine pour en parler en bonne et due forme. Et avant ça, j'ai créé le groupe Telegram, alors n'hésitez pas à venir en masse. Je vous mets le lien dans la barre de description ou alors peut-être que quelque part j'arriverai à le mettre dans cette vidéo, je ne sais pas. Allez, je vais vite commencer pour cette vidéo, on s'abonne, on like, on partage, on active la cloche pour avoir les notifications et on envoie le générique. Alors, j'avais envie de vous parler de CSG aujourd'hui parce que je pense que l'année prochaine, on aura droit à quelques gros changements. En tout cas, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on remet tout sur la table. Bon, avant d'en dire plus, la CSG, c'est quoi? Vous en payez tout le temps. Quand vous percevez votre salaire, quand vous percevez vos revenus du patrimoine, quand vous percevez tout type de revenus, en règle générale, vous avez payé de la CSG. Et vous êtes là à vous plaindre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune immobilière, alors que le principal impôt que vous payez, c'est de la CSG. Oui madame, oui monsieur. Donc bref, vous en payez vraiment sur quasiment tout. Qui va payer la CSG? Tout le monde, dès lors qu'il a un revenu imposable, mais aussi tous les actifs, salariés ou non, même si leur revenu n'est pas imposable. Quels revenus y sont soumis? Tous les revenus du travail, salaire, traitement, primes, honoraires, revenus des commerçants, des artisans. Tous les revenus du capital, immobilier ou mobilier, en actions et en obligations, mais aussi les retraites et les indemnités chômage si elles sont imposables. Et à titre de comparaison, l'impôt sur le revenu, ça rapporte à l'État 76 milliards d'euros environ. L'impôt sur la fortune immobilière, ça rapporte à l'État 2 milliards d'euros environ. Eh bien la CSG, ça rapporte à l'État 100 milliards d'euros. Mais c'est quoi ce truc? C'est magnifique. Donc notre fameuse CSG, elle a été instaurée par la loi de finances pour 1991 et elle se voulait exceptionnelle. Donc comme toute taxe exceptionnelle au départ, on met un petit taux, c'était 1%. Mais ça n'a pas duré. Donc 1,1% en 91, 2,4% en 93, 3,4% en 97, 7,5% en 98 et 8,2% en 2005 pour les seuls revenus du capital. Et aujourd'hui la CSG c'est quoi? C'est 9,2% sur les revenus d'activité et sur les revenus du patrimoine et c'est 6,2% sur les revenus de remplacement. Donc vous l'avez compris, ce qui fait le succès de la CSG aujourd'hui, c'est que c'est un impôt qui a une très grande assiette. C'est un impôt dont il existe tellement de taux que plus personne n'y comprend rien. Et surtout, c'est un excellent impôt parce que finalement le citoyen s'en soucie beaucoup moins que d'autres qui rapportent moins d'argent à l'État. Ce qui me laisse justement penser que dans quelques mois, quand on cherchera à renflouer les caisses, eh ben il y a des chances qu'on pense à cet impôt-là. Alors, soit pour financer des programmes à la présidentielle, ou alors peut-être pour justifier un remboursement des milliards d'euros de déficit de la sécurité sociale qui sont dus au Covid. Parce que ne nous y trompons pas, CSG, sécurité sociale, Covid, élection présidentielle, tout est lié. Oui. Mais revenons à la base de cette vidéo, qui vous l'avez compris, est entre la fiscalité, les finances publiques et la politique. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'on a créé la CSG? Ben non, je suis là pour ça, je suis là pour ça. Eh bien c'est la gauche qui, avec Michel Rocard, crée la CSG dans les années 90. Il faut bien avouer qu'à gauche, ils ont des idées suffisamment tordues pour créer des impôts comme ça. Attention, attention, à droite, ils ont aussi leur spécialité. Non, parce que ne nous y trompons pas, un travail comme ça, c'est un travail d'équipe. Et pourquoi Rocard a créé la CSG dans les années 90? Eh bien, ouvrez grand vos oreilles. C'était pour sauver la sécurité sociale. Sauver de quoi? Eh bien, dites-vous bien qu'en France, avant 1945, si vous tombiez malade, que vous aviez des problèmes lors de votre grossesse, que vous aviez un accident de travail ou un accident hors de votre travail, si vous n'aviez pas les moyens de vous payer un professionnel de santé pour vous prendre en charge, vous étiez récupéré par la mort. T'as pas d'argent pour payer tes soins, tu crèves, ou alors, je sais pas. Le corps se remet bien en général de ça, sous terre. Et en 1945, par un incroyable concours de circonstances, c'est les communistes qui gagnent les élections, alors même que le général de Gaulle est chef du gouvernement. Et le général de Gaulle, on sait tous que c'est loin, mais très loin, d'être le plus grand coco de France. Et les communistes, ils se disent, ouh là 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 là, on a réussi à arriver là, on va faire un truc
dont on se rappellera aujourd'hui, demain et dans 50 ans. La sécurité sociale. Il s'agit de développer la prévention, car mieux vaut prévenir que guérir, et dépister la maladie doit être notre première préoccupation. Il s'agit de donner une place importante aux représentants des malades dans l'organisation de la santé publique et de défendre avant tout leurs intérêts. Il s'agit de placer la médecine à la portée de tous, sans distinction de richesse, et d'étendre le champ de la sécurité sociale. Et il y en a aujourd'hui qui sont encore là, qui ont eu du mal à l'avaler, cette sécurité sociale. Et donc les communistes, ils se disent qu'il y a plusieurs risques dans la vie qui doivent être couverts par une assurance. Et cette assurance, il vaut mieux pas qu'elle soit complètement privée, mais il faut pas qu'elle soit complètement publique. Alors on va créer des ressources propres à la sécurité sociale, avec des branches qui sont différentes, famille, accident de travail, maladie professionnelle, vieillesse, etc. Voilà comment est créée la Sécu. Et pour en revenir à la fiscalité, vous comprenez bien, le problème de la sécurité sociale, c'est que si elle a effectivement permis de sauver la vie de nombreuses personnes, elle a jamais été pensée pour être à l'équilibre. Jamais. C'était pas du tout dans l'idée des fondateurs. La sécurité sociale, c'est un système de dépenses. On dépense l'argent des cotisants et Inch'Allah, il y en aura toujours. Et dans les années 90, en fait, on est arrivé à une impasse et on s'est dit, là, c'est simple. Il n'y a plus assez d'argent pour la sécurité sociale. Donc, soit on crée cet impôt qu'est la CSG, soit on laisse tomber et on passe à un autre système de santé. Tout le monde, que ce soit les gouvernements de gauche ou de droite, ils ont tous à un moment donné augmenté le taux de la CSG. Tous. On en vient donc à aujourd'hui, avec notre sécurité sociale d'une part et notre CSG qui la finance en très grande partie. On avait plus ou moins réussi à régler le problème de déficit de la sécurité sociale grâce aux hausses successives de CSG depuis un certain nombre d'années. Mais avec le Covid, on est revenu aux années les plus sombres de la sécurité sociale. Pour que vous compreniez bien, dites-vous que le budget de la sécurité sociale, c'est environ 500 milliards de recettes. Au moment de la crise des subprimes, le déficit de la sécurité sociale, il s'est élevé à 29 milliards d'euros. Ça veut dire que les dépenses de la sécurité sociale étaient de 29 milliards d'euros plus élevées que les recettes de la sécurité sociale à l'époque. Mais on a redressé la situation. Et finalement, dites-vous bien, entre 2010 et 2019, on avait réussi à faire ce qui n'avait pas été fait en 1945, c'est-à-dire repenser la sécurité sociale comme un système qui parvient à être à l'équilibre. Et c'est ce que montre le graphique que je vous mets là, puisqu'en 2019, le déficit de la sécurité sociale, il s'élevait à peine à 1 milliard d'euros. Donc c'était rien. On avait réussi. Mais ça, bizarrement, ça faisait pas plaisir à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la sécurité sociale, ou du moins la façon dont elle est financée, a un trop gros poids sur le coût du travail. Puisque je vous rappelle, quand vous percevez du salaire, vous payez de la CSG, vous payez des cotisations sociales. Les Français ne supportent plus le système français de sécurité sociale. C'est un système qui est épouvantablement coûteux, qui ruine l'économie, qui ruine les entreprises. Nous devons toujours privilégier l'économico-social, le salaire direct aux prestations sociales, le travail plutôt que la politique stupide de réduction et de contingentement du temps de travail, la défiscalisation des heures supplémentaires plutôt que la spoliation fiscale et sociale des revenus de travail de ceux qui bossent. Je préfère les fonds de pension au régime avec des trous sans fond. Je préfère la capitalisation à la répartition. Maintenant, si on fait systématiquement le choix inverse de ce que j'ai proposé, la France déclinera, déchoira et merdoira. Donc ces gens-là, ils vous disent qu'on cotise beaucoup trop et que si on cotisait un peu moins ou beaucoup moins, les gens ils seraient peut-être plus payés. Et pour qu'on cotise moins, il faudrait que la sécurité sociale elle prenne en charge que les plus gros risques de la vie, tout en transférant petit à petit à des complémentaires santé les soins qui sont dits quotidiens. Comprenez bien, c'est une vision des choses. Mais pour ces gens, cette vision-là, elle ne peut se défendre efficacement que si la sécurité sociale fonctionne mal. À terme, les taux de prélèvement obligatoire, notamment en ce qui concerne la CSG qui finance en grande partie l'assurance maladie, devra augmenter. Il faudra aussi peut-être payer un peu davantage de notre poche, un peu comme l'ont fait les Allemands, c'est-à-dire contribuer un peu davantage au système en dehors de la sécurité sociale, soit à travers les mutuelles, soit à travers des financements privés de nous-mêmes en quelque sorte. Ce discours a plus d'impact si le budget de la sécurité sociale est lourdement déficitaire. Et puis là, le Covid est arrivé. Et donc écoutez bien, le déficit de la sécurité sociale dû au Covid, il s'est élevé à
39 milliards d'euros. C'est le pire déficit que n'ait jamais eu la sécurité sociale. Et une fois que le système est mis complètement à plat, comme c'est le cas actuellement, eh bien la première chose que commencent à faire ceux qui, depuis longtemps, ont un problème avec l'universalisme communiste de la sécurité sociale version 1945, c'est en changer les principes. Jusqu'ici, depuis 1945, jamais on regardait pour bénéficier de la sécurité sociale si une personne était de près ou de loin responsable de la pathologie qu'elle attrape. C'était pas dans l'idée des fondateurs du tout, non. Surtout quand on tire de cette responsabilité des conséquences en termes de remboursement. Nous avons décidé qu'à partir du 15 octobre, les tests ne seraient plus remboursés pour les majeurs non vaccinés qui ne bénéficient pas d'une prescription médicale ou qui ne sont pas signalés cas contact par l'assurance maladie. Mais ça, franchement, c'est peanuts. Comprenez bien le principe. Parce que c'est pas comme ça qu'on va réduire le coût de la sécurité sociale. C'est pas comme ça, en fait, qu'on fait vraiment des économies. Mais les économies sur ce truc-là, ça ne vaut rien. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le principe. Pour autant, avec ce changement de principe, on peut désormais raisonner en termes purement comptables et se dire qu'il y a des pathologies qui sont extrêmement coûteuses pour la sécurité sociale, dont on sait que les personnes qui les contractent ne les auraient peut-être pas contractées si à un moment donné de leur vie, elles avaient eu un comportement exemplaire. Attention, c'est pas le fond de ma pensée. Moi, je vous explique juste le principe. Parce que quand je dis ça, je vous parle de quoi? Je parle de la cigarette et du cancer du poumon. Je parle de la capote et du sida. Et de plein d'autres pathologies dont c'est un peu de notre faute, oui. Finalement, la question que ça pose, c'est pourquoi la sécurité sociale paierait pour nos propres turpitudes? Et en réalité, c'est ça qui permettrait d'assurer de façon pérenne une certaine stabilité financière de la sécurité sociale. Quant à la CSG, qui est une des principales ressources de la sécurité sociale, vous vous doutez bien qu'à l'heure d'un déficit aussi exceptionnel, une éventuelle hausse d'un impôt qui n'a cessé d'augmenter depuis sa création, elle est forcément sur la table. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'on va réussir à sortir de ce déficit actuel de la sécurité sociale sans même toucher à la CSG? Est-ce qu'on va en sortir de façon pérenne par une accentuation du non-remboursement de certaines pathologies? Donc je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, ça me fera un plaisir de vous lire et d'y répondre. C'était une vidéo un peu exceptionnelle, je vous l'ai dit, où là on est sur des finances publiques, la fiscalité, la politique en même temps. Pourquoi à ce moment-là? Parce que actuellement au mois d'octobre, on vote la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. Donc c'est des moments qui sont très importants dans l'année budgétaire de l'État français. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Allez, ciao!